enchaîne avec la Fondation Le Refuge, Mélanie Becker et Stéphane Lamporte, qui vont nous présenter donc leur travail au sein du refuge. Peut-être me présenter dans un premier temps. Mélanie Becker, moi je suis travailleuse sociale de formation éducateur spécialisé. Je suis bénévole au refuge depuis pratiquement 6 ans maintenant. Et donc j'occupe le poste bénévolement de déléguée régionale donc pour le Grand Est et également départementale pour l'Alsace. Donc quelques mots, est-ce que vous m'entendez, ça va ? Alors quelques mots peut-être pour dire effectivement déjà qui est le public que le refuge accompagne. Donc ce sont des jeunes de 18 à 25 ans, donc LGBTQIA+, bien sûr, qui sont en rupture familiale en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou en questionnement identitaire. Quelques mots sur la création du refuge, qui était une association qui a été créée en 2003, donc le refuge a 20 ans, et qui est passée en fondation en 2020. Donc pour parler plus particulièrement de Strasbourg, qui est la seule antenne du Grand Est, donc l'antenne a été créée en 2014. À l'époque, nous avions un appartement, puis nous en avons eu 2, puis 3, et un accueil de jour actuellement. Quelques mots peut-être aussi pour vous expliquer comment les jeunes sont repérés, en difficulté sont repérés, via la ligne d'écoute. Alors, je vais peut-être rappeler le numéro de la ligne d'écoute, ça peut peut-être permettre à des professionnels de la transmettre à des personnes. Donc le 06 31 59 69 50. Donc les jeunes arrivent via cette ligne d'écoute nationale où il y a un premier recueil de données qui est fait, mais également via des partenaires locaux. Effectivement, ça peut être les hôpitaux, la mission locale, le club de jeunes l'étage. Voilà, plusieurs partenaires institutionnels qui repèrent des situations. Donc, un peu, tout à l'heure, Stéphane va vous expliquer, parce que c'est lui qui gère cette partie-là, effectivement, d'accompagnement social. Encore une chose, donc, nous, les jeunes, sont tous majeurs qu'on accueille ici à Strasbourg. Donc, c'est un accompagnement avec un hébergement pour ceux qui en ont besoin, qui le souhaitent. Un accompagnement donc, dans des appartements qui sont en co-hébergement, ils sont plusieurs dans un appartement. Et notre idée au refuge, c'est un accompagnement global vers l'autonomie, alors d'une part en collectif, donc avec des ateliers qui sont mis en place effectivement plusieurs fois par semaine, donc avec des bénévoles. Donc comme c'est une structure mixte, le refuge, où il y a à la fois des bénévoles et un salarié. Sur plusieurs temps dans la semaine où, par exemple, on va aborder des thèmes concrets sur l'hébergement, la vie quotidienne, d'autres thèmes sur l'insertion sociale et professionnelle, mais aussi, on a à cœur aussi d'ouvrir à tout ce qui est sport, culture et loisirs pour permettre aussi aux jeunes de cheminer, d'avancer et de recouvrir une certaine estime d'eux-mêmes. Pour ce qui est de l'accompagnement individuel, je vais laisser la parole à Stéphane, donc, qui est le travailleur social de la délégation. Bonjour à tous, Stéphane Lamporte, je suis travailleur social donc, au sein de la Fondation depuis 3 mois. Donc comme le disait Mélanie, c'est vrai que la Fondation Le Refuge, alors on se propose le projet, c'est que nous avons 9 places d'hébergement, c'est de l'hébergement d'urgence, alors qui ne passe pas effectivement par le 115 classiquement, mais par une ligne d'écoute, comme on a pu le dire. Donc en fait, c'est de jeunes adultes en rupture familiale, souvent, dans des situations d'errance, de rupture multiple, qui contactent la ligne pour une mise à l'abri, tout simplement. Donc soit parce que la rupture familiale est toute récente, soit suite à un long parcours d'errance, puisqu'on note aussi qu'il y a de plus en plus de personnes en fait, qui ont un parcours déjà de placement en étant mineurs, qui étaient déjà suivis par l'aide sociale à l'enfance également. Donc voilà.
Donc la spécificité effectivement de la fondation, c'est que l'accueil n'est pas totalement inconditionnel, puisqu'effectivement on accueille des personnes qui sont discriminées en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, enfin, en tout cas de leur recherche. Voilà, c'est un public vraiment divers. Et par exemple actuellement, puisqu'on parle d'identité, enfin pour rejoindre un peu le terme, le thème de cette journée, c'est vrai que y a 6 personnes actuellement qui sont hébergées au sein du refuge. Voilà, si on liste comme ça, les personnes, il y a une personne qui se décrit comme homosexuel cisgenre. Il y a 2 personnes, 2 hommes en parcours de transition, une femme, et deux personnes qui se déclarent agenrées, voilà, qui ont décidé de se présenter comme telles et de le montrer. Alors c'est par rapport à cette question d'agenré, c'est vrai que certains m'ont mis tout de suite à l'aise, parce que c'est vrai que moi j'avais peur de faire beaucoup d'impairs au début, pour les pronoms, comment accueillir, comment respecter la parole de l'autre. Et c'est vrai que très vite, une personne m'a dit, mais arrête de te prendre la tête, voilà, si tu te plantes, c'est pas grave, moi je te le dis, moi ça me dérange pas. Mais l'essentiel, c'est que je puisse déposer, en fait, écouter. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, moi je suis en charge d'un accompagnement global, c'est vrai que c'est des personnes qui souffrent qui sont victimes d'un double déracinement, à la fois familial et géographique, puisque beaucoup quittent leur famille, mais aussi leur environnement, du fait de discrimination, de violence, de la part de leur famille, de leur entourage, et qui décident du jour au lendemain de tout plaquer, de nous faire confiance quelque part, de venir dans une ville inconnue. Et là, nous, l'équipe de bénévoles, moi-même, nous sommes là pour les accueillir, les mettre à l'abri. Alors dans des conditions, comme on l'a dit, on se retrouve effectivement dans des co-hébergements. Donc ils sont 4 par appartement, à partager leurs chambres et des espaces communs. Donc c'est à la fois aussi une autre confrontation aussi, mais aussi de se retrouver, j'allais dire, presque entre soi. Il y a cette idée de la communauté LGBTQIR+. C'est vrai que tous ces jeunes, malgré leur singularité, ont été victimes de discrimination, de rejet, et du coup sont amenés dans ces questionnements. Et pour la plupart me disent, c'est vrai que d'avoir un lieu d'écoute, tout simplement, de pouvoir se présenter tel qu'on est, sans jugement, sans avoir peur justement du rejet, ce qui n'est pas forcément évident, même quand on s'adresse à des travailleurs sociaux, où on pourrait penser que, de par nos formations, notre expérience et nos autres d'intérêt, qu'on soit plus ouvert, qu'on soit informé, concerné, et c'est pas forcément le cas. On peut être maladroit aussi dans ces démarches, dans la façon d'interagir, du coup, c'est vraiment cet espace de liberté de parole, en fait, et d'écoute, d'être enfin écouté, qui me semble important. Et après, il y a la question de faire valoir ses droits, parce que aussi on est dans une période effectivement de revendication, de droits, d'individualité, mais au-delà des questions autour du genre, de tout ça, il y a aussi les droits élémentaires, des droits citoyens, de pouvoir se projeter aussi, construire un avenir professionnel,
se construire une vie sociale. Il y a toutes ces questions. Ils sont sortir de l'adolescence, voire certains encore dedans, puisque voilà, il y en a quelques-uns qui ont à peine 18 ans, donc qui se retrouvent sans référents familiaux. Et ben on est un peu à toutes ces places, l'équipe, pour les accueillir. Et de quelque part, moi je me considère un peu comme un passeur aussi pour eux, au-delà des références, au-delà du soutien que je peux apporter dans les démarches, c'est d'être un passeur et de pouvoir au moins offrir à un moment cet espace de rencontre et de pouvoir comment dire, les préparer aussi à quelque part à un monde où forcément leurs revendications, leurs aspirations ne seront pas totalement prises en compte. Il n'y a pas de... je suis pas utopique, on a encore du chemin à faire. Mais en tout cas, à traverser cette période de questionnement et de construction, parce que voilà, la construction elle est perpétuelle, mais là elle se fait vraiment sans... ils ont beaucoup souffert d'isolement en fait et d'incompréhension. Et au-delà du fait de se retrouver entre eux, c'est vrai que l'accueil de jour, par exemple, on va développer, alors ce lieu existe, toutes les personnes qui sont hébergées ont ces espaces de parole plusieurs fois dans la semaine, autour d'activités, autour de thèmes que les bénévoles portent. On s'aperçoit que l'échange est là, que c'est important de pouvoir se reconnaître dans l'autre aussi, de confronter les parcours, parce que même au sein de la communauté, il y a beaucoup de méconnaissances. Et là, on s'aperçoit, c'est vrai depuis quelques années, il y a beaucoup plus de jeunes adultes qui font appel à l'association dans le cadre justement de leur transition de genre. Et c'est vrai que, moi j'ai pour habitude de dire, on est loin de l'homosexuel classique dont on parlait il y a 20 ans, homosexuels et lesbiennes, mais on sent encore aussi ces dissensions, ces incompréhensions, ces questionnements au sein même de cette population en fait, et qui nous amène aussi à réfléchir, à se remettre en question régulièrement. Et après, voilà, moi je dis il n'y a pas de recette miracle. Moi j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Moi j'ai pas, c'est sûr que je ne me place pas sur un versant psychanalytique ou autre. Je reste dans un accompagnement où j'essaie de dépasser aussi ces questions d'identité, parce que voilà, dans la recherche de travail, dans l'insertion professionnelle ou dans l'insertion sociale, ça ne peut pas prendre toute la place, même si ces questions de pose, on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés pour l'accès au travail, c'est sûr, c'est évident. On parlait du mésorage, dont on souffre, dont on a peur de faire des impairs, mais voilà, l'état civil il est tel qu'il est, la loi elle est telle qu'elle est. C'est vrai, quand on fait des démarches auprès de la sécurité sociale, auprès des caisses d'allocation familiale, notre identité de naissance nous est renvoyée constamment. Peut-être pour compléter un petit peu aussi par rapport à la prise en charge au refuge, donc c'est une structure qui se veut tremplin, donc on est vraiment sur de l'accueil temporaire. Donc notre moyenne d'accueil c'est entre 7 et 8 mois environ. L'idée effectivement pour les jeunes qui sont accompagnés au refuge, c'est de pouvoir bénéficier d'un hébergement s'ils le souhaitent, s'ils en ont besoin. Effectivement, c'est là où
le recueil de données, le premier recueil de données permet de définir aussi. Et également leur permettre d'avoir un accompagnement psychologique s'ils le souhaitent, là aussi. Donc, on a une personne qui intervient à l'acte, donc qui permet aussi aux jeunes de pouvoir déposer ce dont ils ont besoin. Après, parfois, ils souhaitent le faire par un autre biais, donc ça, c'est vrai que nous, on les accompagne aussi dans ce sens-là, enfin Stéphane surtout. Peut-être dire aussi qu'au niveau de la population des jeunes qu'on accueille, il y a quelques années, on avait beaucoup plus de demandeurs d'asile et de réfugiés. Et là, effectivement, on peut, depuis 2-3 ans, on peut quand même constater qu'il y a plutôt un accueil des personnes, surtout en transition, effectivement, de plus en plus, qui représentent quand même une grande partie de la population qu'on peut accueillir aussi. Nous, notre idée, effectivement, c'est aussi de permettre pour que les jeunes qui puissent avoir cette prise en charge et ensuite sortir de l'hébergement dans de bonnes conditions. C'est pas toujours possible parce que parfois les jeunes ne souhaitent pas continuer à être accompagnés. Parfois, effectivement, c'est compliqué. On parlait de contexte de placement aussi, avec des jeunes qui sont très dans des contextes aussi de questionnements divers. Au-delà de la question LGBT uniquement. Et donc quand les jeunes sortent du refuge, soit ils vont vers un appartement autonome, soit une autre structure d'hébergement, tout dépend effectivement des situations, et c'est aussi une prise en charge qui se veut mixte dans le sens où il y a un accompagnement social qui est fait et donc des éléments qui sont aussi amenés aux bénévoles dans la limite de la confidentialité que nous avons en tant que travailleurs sociaux. Je me mets dedans puisque je suis travailleur social aussi. Et également, effectivement, le but, c'est d'avoir des informations de part et d'autre parce qu'en collectif, je pense que je parle à beaucoup de gens qui sont travailleurs sociaux ici aussi, savent que ça ne se passe pas de la même manière qu'en individuel. Donc, l'idée aussi du refuge, c'est un peu ça aussi, c'est de permettre cet échange entre bénévoles et salariés. Et donc, dans ce but aussi, il y a aussi une formation qui est proposée aux bénévoles pour permettre aussi d'être dans une posture qui est adaptée, à la fois effectivement pour recevoir certaines choses, parce que les jeunes nous accompagnons au refuge sont tous été victimes de violences. Donc forcément, il y a des choses qui ressortent, et parfois pendant les ateliers aussi. Comment on accompagne la parole aussi, alors effectivement, sans s'improviser travailleur social, mais comment on accompagne et comment effectivement on permet aux jeunes de progresser aussi dans son estime de lui-même. J'entendais quand même beaucoup dans vos interventions cette écoute à votre propre embarras parfois, et la nécessité de s'adapter face à une clinique comme ça qui est changeante, et des demandes aussi qui est changeante, et de pas hésiter à se réinterroger ou à changer un peu ses façons de faire. Tout ça aussi, beaucoup une question de regard. Vous savez que le soin, c'est aussi permettre un changement de regard, finalement. Et notre propre regard, il est toujours un peu formaté par plein de choses, en effet, avec d'où on vient, etc. Et personnellement, accompagnant aussi pas mal de personnes en transidentité, je vois comment mon propre regard a changé, dans cette façon de pas poser trop de questions, me poser trop de questions à certaines manières d'être. Je pense notamment au champ du non-binaire, etc. Et voilà, mais tout ça, c'est la pratique qui permet un peu une sorte de souplesse du regard, je dirais, je sais pas, quelque chose. En tout cas, j'entendais dans beaucoup d'interventions ce que vous avez donc décrit comme des fois des formes d'hésitation et de ne pas hésiter à vous excuser, entre guillemets, mais vous présenter les choses comme étant possibles, et puis voilà, ça fait partie de la vie, vous l'avez dit vous-même, un peu c'est une forme de réalité aussi, que les choses soient pas comme ça aussi simples et aussi définies. Et que c'est aussi dans les interstices de ces humanités là, comme ça que les choses avancent. Oui, quand j'ai commencé, je savais pas. La première fois que je voyais l'adolescent, je reçois toujours d'abord l'adolescent, et donc je savais pas trop. J'utilisais toujours plutôt le genre et le prénom qui était marqué sur le dossier, et
voilà, je voyais un petit peu après avec les parents, est-ce qu'eux ils disaient il ou ils disaient elle, et je m'adaptais un peu comme ça. Et je me souviens quand vous aviez fait la Maison des Ados, un café pro en partenariat avec des personnes concernées d'associations, et quand j'ai dit ça, que le genre, je faisais un peu selon ce qui se faisait déjà dans la famille, ça les a beaucoup choqués en disant que comment ça, je genrais pas tout de suite dans le genre demandé par l'ado, enfin, et ils avaient raison, mais c'est parce que moi-même, j'étais pas encore très à l'aise avec ça. Et maintenant, ma première question, c'est comment souhaites-tu que je te prénomme, même il a marqué Sacha sur son dossier, s'il me dit c'est Eden, et ben je dis bonjour Eden, et il ou elle, donc je lui demande, et je fais d'emblée, quoi. Et des fois, après, comme je reçois toujours l'adolescent d'abord seul, et après les parents, et donc je dis votre fille, et les parents, ils sont un peu, parce qu'ils en sont pas là, quoi. Et des fois, c'est un peu décalé, mais je leur dis, j'ai choisi d'accepter, voilà, comme le fait maintenant l'établissement scolaire. Et ça, alors voilà, c'est pour ça que quand on me dit que je fais des thérapies de conversion, ça choque parfois un peu les parents. Et parfois, la fois suivante, quand je revois, l'ado me dit « Ah bah oui, mes parents, maintenant, ça, un petit peu plus, ils essayent. » Et les ados, ils sont indulgents sur ce que, généralement, ouais, c'est pas facile pour eux, bon, mais c'est un peu normal, ça va prendre du temps, mais ils font des efforts, enfin voilà. Donc la question de comment on s'adresse, c'est aussi comment soit on est à l'aise avec ça, et au début, je n'étais pas à l'aise, du coup, je tâtonnais, et maintenant, je suis plus à l'aise, donc d'emblée, je propose ça. Et c'est aussi arrivé qu'un ado change de prénom au bout de 6 mois. Voilà, il me le dit, et du coup, c'est bon, on raille sur le dossier. Et voilà. Voilà, donc, et ça, c'est aussi les personnes adultes concernées, d'avoir rencontré ces personnes lors d'échanges, d'associations, de journées, qui est très utile, parce que c'est important de voir rétrospectivement les témoignages comme Béatrice Denès, de mieux comprendre. Au début, quand on me disait la transidentité, il y a des enfants, ça commence à 4 ans, moi, je me disais, non, mais les enfants à 4 ans qui mettent des chaussures de leur mère, des petits garçons, c'est pas tous des enfants trans. Et maintenant, j'ai mieux compris, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages autour de quand ça a commencé, même s'ils ne sont pas osé s'affirmer. Je me dis, ça peut arriver que ça commence assez tôt, dans certains cas. Voilà. Donc, on apprend au fur et à mesure. On n'est pas à l'aise avec ça dès le début. Mais voilà, on apprend en rencontrant des personnes aussi, ou d'écoutant des témoignages ou des films. C'est bien aussi qu'il y ait de plus en plus de films, de séries, de romans, de témoignages, parce que ça nous familiarise un peu avec cette question qui n'est pas si facile et peut nous mettre mal à l'aise. Je me lance quand même, je dis un mot, parce que ça n'a pas du tout été évoqué, et les choses ont quand même fortement évolué, mais pas chez tout le monde. Mais il n'y a encore pas si longtemps où on associait ce qu'on appelait le transsexualisme, on n'appelle plus trop ça comme ça, et la psychose, quand même, il faut quand même le dire. Il y a encore des professionnels qui pensent les choses de manière aussi confondue, et à partir de ce constat-là, estiment qu'il ne faut pas entretenir cette demande-là, et qu'il faut au contraire ancrer la personne dans la réalité des discours comme ça, et c'est-à-dire notamment pas commencer par tenir compte de son choix de prénom, etc., parce que ce serait rentrer donc ça, c'est une conception qui existe encore chez des confrères, hein, quand même. Tout ça, c'est pas trop, ça n'a pas été dit encore, mais parce qu'on s'éloigne un petit peu de cette conception, cette conception-là, et qui est encore ancrée, et qui était quand même en débat fortement dans les années 80, 90, avant aussi. Bonjour, je suis psychomotricienne. Déjà, merci beaucoup pour vos interventions. Ça a fait beaucoup écho à mon métier de psychomotricienne, parce que c'est quand même des notions que vous avez abordées au niveau de l'adolescence, tout ce remaniement identitaire, et notamment aussi au niveau des transgenres. Comment vivre correctement son corps qui nous semble pas être le nôtre, ce genre assigné. Et du coup, c'est vraiment ce déséquilibre en fait qui existe entre comment moi je me perçois et comment est mon corps actuellement. Et ça m'a vraiment fait écho par rapport au schéma corporel, à l'image du corps. Et je me demandais si dans certains cas cliniques, vous faisiez appel à des psychomotriciens qui peuvent tout à fait travailler en thérapie psychomotrice sur cet aspect-là.
parce que je pense qu'à l'adolescence, et notamment dans ces situations-là, le corps est très très important et on passe par le biais du corps pour justement que ces adolescents puissent se réapproprier un corps qui est changeant, alors notamment à l'adolescence tout court, mais là avec les problématiques effectivement de transgenre qu'on a pu discuter aujourd'hui, ça me paraît aussi tout à fait pertinent, en collaboration aussi avec une psychothérapie, etc. Nous, on a fait une formation pour une partie de psychomotriciens de l'hôpital et qui était très intéressés et qui étaient très contents de l'intervention. Ben, ça aborde la notion du corps Ouais, et vraiment l'équilibre qui existe entre le corps et l'esprit. Et on travaille vraiment dans cette harmonie-là. Donc les psychomotriciens, je pense qu'ils ont bien leur place auprès des adolescents et des personnes aussi qui se questionnent au niveau identitaire. C'est une très bonne intervention, une très bonne idée, et ce serait super si on avait beaucoup de psychomotriciens dans les équipes hospitalières. On est devant quand même la pénurie des moyens, faut le dire, la pédopsychiatrie. Donc nous, les peu de psychomotriciens qu'on a, honnêtement, on les réserve aux jeunes enfants, aux enfants avec troubles du neurodéveloppement, qui ont énormément besoin aussi de travailler le corps, la relation. Et du coup, on n'a plus trop les moyens d'accompagner encore des adolescents. Par contre, dans les ateliers thérapeutiques, il y a des choses qui font référence au corps. Il y a un atelier de sophrologie. Je ne sais pas, Rachel, j'oublie peut-être, il y a des choses... Rachel est soignante au Campa et elle participe aux ateliers thérapeutiques. Ouais, et du coup, on a des ateliers de sophrologie, on a des ateliers de théâtre. On essaye d'avoir des ateliers chaque année à médiation corporelle. Et à défaut de faire des ateliers spécifiques qui finalement n'avaient pas vraiment rencontré son public, on a plutôt diversifié et accueilli les patients qui étaient dans ces questionnements, dans n'importe quel autre atelier, et parfois médiation corporelle en fait en fonction de leur appétence en fait. Après, les ateliers, ça reste groupal, et c'est vrai que dans les séances individuelles en psychomotricité, je suis également dans le service public, et actuellement, ça m'arrive de collaborer et de pouvoir voir en individuel des adolescents. Et ça me semble pertinent aussi d'avoir ça à l'esprit, parce que c'est les médecins en fait, des services qui aussi créent certains postes ou certaines demandes. Et je pense que c'est important de savoir qu'il y a des psychomotriciens qui font de la médiation corporelle, certes, mais après, c'est psychocorporel. On a vraiment un bagage très intéressant par rapport à ça. Et ça peut être groupal, mais aussi en individuel. En parallèle avec une psychothérapie, des fois, ça peut débloquer aussi d'autres choses. Ou alors même un tremplin, c'est-à-dire un adolescent qui ne veut pas aller en psychothérapie dans un premier temps. On passe d'abord par le corps, et une fois que la relation thérapeutique s'instaure, en général, les adolescents sont plutôt d'accord pour repasser par la psychothérapie, et ça peut être une passerelle également. Voilà. Je pense que vous parlez à des personnes assez convaincues de l'intérêt de ça. Sauf que quand même, vous savez que le corps, il embarrasse l'adolescent quand même un peu souvent. Et alors là, les adolescents trans, alors là, c'est encore, je dirais que c'est pire. On arrive même à une forme de haine du corps, quoi. Et donc, intervenir directement sur le corps, c'est quand même un petit peu difficile. On peut tenter, mais effectivement, du coup, la médiation, c'est-à-dire que de toute façon, qui existe sans son corps, voilà, donc d'utiliser le corps, mais peut-être pas toujours directement, parce qu'en tout cas, c'est pas facile à faire accepter pour ces jeunes-là. Mais bien sûr que la psychomotricité est une belle discipline. Moi, je suis pédiatre et on est un peu abandonné, on est un peu perdu parce qu'on est très mal formé pour ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. Mais pour faire court, vous avez parlé de la haine de l'adolescent. Nous en voyons beaucoup des adolescents. Et c'est vrai que parler du corps avec un adolescent, c'est compliqué. Mais je vais être précis, je vais vous poser 2 questions simples. Premièrement, nous, par rapport aux ados et aux parents que nous avons en face de nous, quel est le poids des réseaux aujourd'hui sur cette question ? C'est quelque chose qui nous revient très souvent et on est un peu malhabile par rapport à ça. Et la deuxième chose, mais qui est un peu plus précise, comment expliquez-vous, mais ça c'est une information générale que nous recevons, la fermeture de cette clinique dans le nord de Londres, la clinique Tavistock. On n'arrive pas à expliquer, on ne sait pas ce qui s'y passe, les informations sont mauvaises, tronquées. Je pense que c'est bien de communiquer aussi là-dessus.
Je peux vous répondre. En fait, cette clinique qui était spécialisée dans le traitement de la transidentité était trop sollicitée. Il n'y avait plus assez de place, donc ils l'ont fermée et ils ont créé des cliniques dispersées sur tout le territoire anglais. C'est pour ça qu'elle a fermé. Donc les détracteurs disaient elle a fermé parce que c'est fini, on veut plus de trans, mais c'est faux. C'est complètement faux. Il y a eu des problèmes quand même, il semble-t-il. Oui. Il y avait eu des cas, c'est toujours pareil, on peut monter en épingle certains cas de personnes qui ont voulu détransitionner et qui disent qu'elles ont été vues qu'une fois et qu'elles ont eu le traitement trop vite. Évidemment, il y a eu des polémiques. Alors, à mon avis, il y a une question de moyens. Parce que moi, j'ai lu que pour l'instant, elles ne sont pas ouvertes, les autres cliniques qui c'est prévu de toute façon. Oui, c'est prévu. Oui. Mais il n'y a quand même que 0,5% de détransition. Oui, bien sûr, mais il suffit... 0,5%, c'est rien. C'est rien. Moi, sur toutes les personnes que j'ai accompagnées, il y en a une seule, mais qui refuse, qui ne veut pas changer sa transition, mais qui trouve que son opération de réassignation, c'est-à-dire sa phalloplastie, est ratée. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas quelqu'un qui regrette sa transition. Et je voulais juste préciser, comme je disais que qu'on avait fait des interventions pour les psychomotriciens et motriciennes, on est formateur agréé aussi par l'Éducation nationale pour les lycées, les collèges, et on fait aussi des interventions dans les IFSI, dans les écoles d'éducateurs, les écoles d'assistantes sociales, etc., infirmières, etc. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ça, comme ça si ça vous intéresse. Il y a l'adresse mail, etc. Je ne sais pas comment répondre à Dr Feserf pour la première question qui nécessiterait une nouvelle journée d'études, je pense, sur l'effet des réseaux sociaux. Ouais. On vit dans un monde tel qu'il est, connecté, on en a parlé ce matin. Et c'est vrai que moi j'ai vu des adolescents venir me voir et dire je me sentais mal dans mon corps à la puberté, j'ai cherché sur Internet mal-être dans son corps et j'ai trouvé que j'étais trans. Donc voilà, on peut se dire, qu'est-ce qui s'est passé là ? Est-ce que tout d'un coup, il va s'identifier parce que tout d'un coup, il retrouve des témoignages, une communauté ? Je ne sais pas, c'est une question trop vaste. Bien sûr, il y a une certaine influence, en tout cas, ça accélère des identifications qui ne se seraient peut-être pas faites, comme a dit Madame Denesse, il y a 40 ans, qui maintenant se font plus vite. Ça fait quelque chose, bien sûr, là-dessus, les réseaux sociaux, mais je ne pense pas que ça explique tout. Voilà. Et on l'a vu, ça peut aussi être une aide parce que enfin quelqu'un qui me ressemble ou voilà. Mais peut-être d'autres ont des idées à avoir là-dessus. Je voulais juste rajouter un petit mot par rapport à la question des réseaux sociaux. Enfin, comme vous disiez, je pense que c'est vraiment la question des identifications. Parfois, on a l'impression que c'est un peu, c'était David Le Breton qui disait ça, mais un peu une multiplication des libertés en fait, de trouver quelque chose que l'adolescent puisse trouver quelque chose qui lui ressemble. Il y a quelque chose d'une ouverture, d'un terrain de jeu. Après, ça dépend ce que l'adolescent en fera par rapport à sa recherche d'identification. On a vu, par exemple, c'était Virginie Lecor qui disait que ça avait été d'un immense soutien pour la dernière personne qu'elle a rencontrée dans sa recherche. Parfois, ça peut aussi être, on le voit dans notre clinique, ça peut aussi susciter des identifications massives qui empêchent un petit peu l'élaboration d'autres choses à certains moments. Ça reste un peu un terrain des possibles, on va dire. Mais moi, je peux préciser quand même que la personne qui entame une transition a beaucoup réfléchi avant et on ne va pas faire une transition par fantaisie parce que c'est quand même un parcours long, difficile, compliqué et qui peut être cher. Donc on ne s'engage pas dans une transition parce qu'on a vu dans les réseaux que c'était cool d'être trans. C'est faux ça. Il y a aussi des pratiques excessives nord-américaines, ou ça, des cliniques dédiées qui, effectivement, ça existe aussi, des mises en route de traitements mono. Il y a aussi des traitements qu'on peut récupérer par Internet. Il y a aussi des choses qui ne vont pas bien. Nous, ce qu'on essaye, c'est de mettre en place une pratique, on va dire, raisonnable, où il y a du temps pour l'élaboration et il y a une prise en compte de la personne en tant que telle, avec sa demande propre et subjection et singulière. Mais voilà, alors après, il y a beaucoup dans ces histoires de positions justement radicales, extrémistes. C'est extrême de penser que les réseaux sociaux n'ont aucune influence. Et c'est extrême de penser que ce sont juste des victimes, un point c'est tout, des victimes de ces réseaux sociaux. Ça, sont deux positions totalement extrêmes et fausses, du coup. Mais voilà,
toute cette journée a montré en combien les adolescents avaient besoin d'être avec d'autres, et c'est le fait d'être avec d'autres, ce besoin d'appartenance, ce besoin d'être comme, pas comme, etc. Toutes ces choses-là sont des choses connues pour d'autres problématiques d'ailleurs, hein, pour tout adolescent. Et évidemment, autour de la transidentité, c'est particulièrement sensible. En fait, c'était surtout pour... on sait que sur certains territoires, l'accès aux soins est assez compliqué. Je voulais savoir s'il était possible de nous donner une répartition des patients, en fait, en fonction... Tout à l'heure, on avait quand même un témoignage sur la thèse qui avait été faite par rapport aux personnes qui habitaient en ruralité. Mais je voulais savoir, chez vous, s'il était possible de nous donner... alors, ça s'adresse plutôt à madame qui est au Campa, une répartition des patients qui viennent soit du centre-ville, soit des QPV, ou soit de la ruralité. Je me pose la question, en fait, de cet accès, d'aller jusqu'aux soins pour ces gamins qui sont en QPV, et je voulais savoir si ce clivage-là, en tout cas, il existe aussi. Moi, je veux bien dire quand même un mot, parce que Agnès a parlé d'une consultation dédiée. Je pense que ça peut être quelle que soit leur demande, mais aussi parce qu'il y a justement une demande qui a pu s'élaborer. Et c'est vrai que les maisons des adolescents, ou là en tout cas celle de Strasbourg et de plus en plus, sont des lieux un petit peu en amont aussi et pour pouvoir élaborer cette demande. Et à ce moment-là, c'est volontairement un petit peu pour tout, justement avec cet accueil inconditionnel tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, QPV, ruralité ou pas. Maintenant, effectivement, il y a des endroits où cette accessibilité est quand même moindre, et on essaye d'améliorer les choses petit à petit. Maintenant, Agnès, tu peux répondre un petit peu pour savoir d'où viennent tes ça patients. part quand même des CMP parfois, et là, normalement, quel que soit l'endroit où on habite, on peut accéder à un CMP adolescent, enfin enfant adolescent. Alors, il y a des endroits où il y a beaucoup d'attentes, mais souvent, les patients ont commencé par... Et c'est pour ça que je dis tous les pédopsychiatres, en fait, des CMP répartis sur le territoire vont voir des enfants et des adolescents avec ces questionnements. Il y a les maisons des ados dans chaque département, il y a les collègues en privé, psychologues privés, et qui à un moment vont se sentir à l'aise ou pas, et puis à un moment vont essayer de chercher s'il y a une consultation dédiée. Moi, actuellement, avant, j'ai commencé, c'était le Bas-Rhin. Alors, dans le Haut-Rhin, il y avait quelqu'un à la Maison des ados de Mulhouse qui a pris sa retraite, le docteur Krog. Donc, du coup, je commence à avoir un peu des personnes qui viennent du Haut-Rhin. Ça fait longtemps que j'ai des personnes aussi de Besançon, Dole, Lons-le-Saunier, Belfort, parce que là-bas, il y avait vraiment personne, mais ils sont en train de se former. Et tout ce qui est plus vers Nancy, tout ça, là ils ont eu des consultations à Nancy, donc je réadresse sur Nancy. Mais il y a des gens qui m'ont demandé, qui étaient prêts à venir de je sais pas où, de très loin, et j'ai dit non, je ne vais pas commencer à avoir des personnes de toute la France, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Il y a déjà suffisamment à faire pour Strasbourg, les environs. Mais en gros, je vais dire, normalement, c'est plutôt Bas-Rhin, quoi. Voilà, maintenant, le pourcentage, je peux pas vous dire, mais j'ai des ados d'un peu partout. Bonjour et merci beaucoup déjà pour cette journée. Donc, je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit par les deux intervenantes de la CMP, je crois. Donc, si je comprends bien, cette crainte de figer ce questionnement qui est en processus. Et donc, en tant que parent, donc à titre privé, comment accompagner ce questionnement? Est-ce qu'on peut susciter des réflexions, ou faut-il attendre que des demandes ou des réflexions viennent spontanément de la part d'une personne adolescente qui se questionne sur son identité de genre? Juste pour clarifier un petit peu votre question, vous dites est-ce que le parent doit susciter des questionnements chez l'adolescent? Oui, une fois que la question a été posée sur la table, est-ce qu'on laisse la personne adolescente cheminer, ou est-ce qu'il vaut mieux dire alors tu en es où, qu'est-ce que voilà. Vous voulez dire est-ce qu'on est proactif dans ce voilà, exactement, dans ce cheminement où on attend que des demandes, des questions, que l'échange surgisse?
C'était aussi un petit peu tout notre questionnement en tant que professionnel, en tant qu'adultes aussi qui peuvent être amenés à accompagner les adolescents en questionnement. C'est assez... comment dire, pour répondre à votre question, il n'y a pas de méthode. C'est vraiment la question de la singularité qui est importante ici et la question de là où en est l'adolescent et, disons, les différents espaces d'élaboration qui peuvent se proposer à lui en fonction aussi de sa souffrance, on l'a beaucoup évoqué, ou de là où il en est dans son cheminement. Je pense que peut-être parfois les adolescents peuvent venir se saisir de certaines choses s'ils sentent qu'ils peuvent avoir une écoute attentive, une oreille, un espace de compréhension qui leur est laissé ouvert et qui est laissé à leur disposition, on va dire. Vous avez parlé d'être proactif. Ça me semble un petit peu difficile, sans être insistant, envahissant. C'est vraiment la question d'un cheminement extrêmement singulier. J'ajouterais qu'il y a un mot, vous savez, ça a été dit ce matin, l'autodétermination éclairée. Et c'est un petit peu notamment le centre un peu de ce que soutient l'association dont on a entendu ce matin, Transsanté. Sauf que pour ce qui est des jeunes, quid de cet éclairage, quoi. Et on peut l'entendre d'un côté très médical, au sens propre du consentement éclairé, d'être informé correctement des conséquences. On pense quand même que dans le champ de l'adolescence et encore plus des enfants et des familles, cet éclairage nous sollicite un peu plus que seulement avertir des effets indésirables d'un médicament ou autre, voyez. Alors éclairer, c'est pas non plus être proactif, quoi. C'est repérer les freins, c'est signaler peut-être les embûches, je sais pas, c'est un accompagnement en tout cas. Et c'est pas, on prend par la main ceux qu'on a besoin, mais on prend pas par la main tout le monde, quoi. Enfin, vous voyez, c'est très individualisé. Mais vous avez raison, des fois certaines questions restent en souffrance, c'est à nous de les repérer et d'amener un petit peu l'adolescent à avancer finalement, parce que des fois il a un peu de mal et il a besoin de ce soutien, et pour d'autres on va un peu freiner parce que lui il est dans une forme d'impatience. Et on essaye de l'éclairer justement à voir que tout n'est pas si simple. Transiter, c'est pas rien, quoi. Transiter, c'est pas rien. Parfois, ils arrivent avec l'idée que c'est possible. Hop, j'ai envie d'enlever les seins. Point. J'ai vu un chirurgien. Je comprends pas. Il m'a dit de venir vous voir. Moi, je veux juste retirer mes seins, c'est tout. Bon. On a 15 ans, on peut peut-être prendre le temps de savoir un peu du pourquoi, du comment. Voilà. C'est pas évidemment toutes les demandes qui sont comme ça, mais voilà, donc on freine, on encourage, en tout cas on accompagne. C'est juste sur la question aussi des formations complémentaires. Alors forcément cette thématique elle peut s'aborder forcément en équipe pluridisciplinaire, il y a des psychiatres, des pédiatres, des psychologues, des psychomotriciens. Est-ce que vous savez si vous, en tout cas, vous connaîtriez des formations, des diplômes universitaires ou autres qui préparaient du coup à la prise en charge ou en tout cas de ce genre de choses? Et aussi, juste autre question, alors je sais qu'il y a d'autres personnes qui travaillent dans les facultés, donc que ce soit la faculté de médecine ou de psychologie, est-ce que vous savez s'il y a des cours qui sont dispensés par exemple aux étudiants en psychiatrie? Ou est-ce que c'est des choses qui sont en projet ou dont vous avez entendu parler? Voilà, une question plus sur la formation et qu'est-ce qu'on peut faire de plus après cette journée. Merci. À Transsanté France, il y a un DIU qui est mis en place. Pour l'instant, il n'est que sur Paris, mais il va peut-être être externalisé. Il faut aller sur le site et vous verrez. Et les formations sont faites par des professionnels qui sont tout à fait au courant et qui font partie de Transsanté France. Pour les étudiants en médecine, oui, il y a un cours en 5e année
c'est dans le module un peu de psychiatrie, mais il y a un cours qui aborde la question. Il n'y a pas beaucoup de temps passé dessus, mais il y a quand même un petit temps. Donc normalement, tous les étudiants en médecine en ont entendu parler. Et après, pour les internes en psychiatrie, les futurs psychiatres, alors là, on va, dans certains séminaires, pouvoir développer un peu plus. Dans les services de pédopsychiatrie, régulièrement, on fait des petites interventions quand il y a des nouveaux personnels, etc. Mais bon, il y aurait encore plus à faire, c'est sûr. Bien, écoutez, merci. On va conclure cette table ronde, si vous voulez bien. Merci. Je pense simplement, je retiens quand même de la journée qu'il y a encore beaucoup de chemin et beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur ces questions. On commence à les aborder. Le chemin se fait en marchant, on l'a dit tout au long de la journée. Pour tout le monde, pour tous les acteurs, pour les accompagnants, pour les accompagnés, pour les parents. Parfois, il faut laisser, je pense à la question qui était posée par rapport au rôle des parents. C'est une singularité parce que chaque parent chemine lui aussi, comme nous, à des rythmes réguliers. Parfois, les parents, ça, on le sait, nous ne sommes pas les meilleurs interlocuteurs de nos enfants à certains moments. Donc, il faut parfois passer la main. Voilà. Et donc, c'est tout ce chemin qu'on va continuer à faire ensemble. Ce qui me semblait intéressant, je me faisais la réflexion en écoutant tous nos échanges, je me disais, en fait, transition et transfert, c'est la même racine quand même. Il y a vraiment quelque chose d'un lien comme ça avec l'autre, et qu'est-ce que ça vient nous interroger de nous, qu'est-ce que notre interrogation vient avoir comme effet chez l'adolescent. Donc vraiment, je crois que notre échange vient nourrir ça aussi. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée.